Bonjour Nelly. Bonjour Thierry. C'est un véritable bonheur de t'accueillir dans nos montagnes catalanes. Merci. Puisque c'est la première fois en fait où nous sommes ensemble sur une chaîne que tu vas choisir. La mienne. La tienne. Et c'est de dire mon admiration pour le parcours que tu as fait. Merci. Et c'est ce qui nous est demandé pour l'instant, de nous nourrir du soleil, de la vie et de l'air, de cet air qui permet en fait de faire véhiculer et déplacer des vaisseaux spatiaux dans l'espace. Bon, ça on savait dans une autre vie. Mais non. Enfin moi, oui, mais toi aussi. Et non. Elle fait pour moi. Et c'est l'énergie qui est utilisée, c'est l'énergie libre qui est à disposition de tout le monde et qui va être cette énergie que nous allons utiliser bientôt. Et c'est aussi le moyen de se nourrir. Il y a aussi des gens qui vivent uniquement sans aucune nourriture, simplement de l'air, du temps. Ben, les yogis dans le temps, les praniques maintenant, et cette respiration qui est notre souffle de vie. Il n'y a rien d'autre, c'est la première chose. Et c'est la raison pour laquelle je pense que je suis attirée, j'ai été attirée quand j'avais 14 ans par les huiles essentielles. Parce que c'était le principe de vie. Oui, c'est de l'air chargé de molécules. C'est de l'air chargé de d'informations. molécules, d'informations qui nous apportent la vie. Tiens, tout comme je vois un monsieur qui est en train de nous regarder là, sur la branche de l'arbre là, comme ça. Il y a un petit elfe là qui nous regarde là. Il doit se dire, ils sont en train de parler de quoi là? Eh bien, nous allons parler un peu de vous, Madame Grosjean. D'après sa biographie, elle serait docteur en naturopathie et spécialiste en aromathérapie. Bonjour Nelly. Bonjour Aurélie. Et Aurélie Viard, c'est une proche d'Irène Grosjean. Vous savez, la mère de Nelly, fameuse promotrice de l'alimentation vivante, un régime alimentaire strict composé de fruits et de légumes crus. Ça sera plus vivant que les purées cuites. Voilà. Ça va être tellement meilleur. Et tout aussi bon, même meilleur, comme tu dis. Beaucoup meilleur. Parce que quand on mange cuit, on est cuit. Elle pense d'ailleurs que notre espèce était frugivore jusqu'à l'ouverture de l'océan Atlantique. Si l'homme était cueilleur, c'est qu'il pouvait cueillir, donc il y avait du soleil. Ça voudrait dire qu'au départ, la Terre était plus ensoleillée. Mais à un moment, il y a eu l'Atlantide, il y a eu la séparation des continents, l'Afrique et l'Amérique. Il y a eu des chocs, et il semblerait que la Terre ait basculé, et qu'il soit resté du soleil sur les tropiques et l'équateur toute l'année. Et lorsque les hommes ont découvert le froid, mais ils ont dû découvrir le feu. Oui. Et comme il n'y avait plus de fruits pour les nourrir toute l'année suffisamment, ils ont cuit ce qu'ils pouvaient trouver. Et il est certain qu'un aliment cuit, c'est un aliment mort. Et pour rappel, voici ce qu'Irène Grosjean recommande aux femmes enceintes ou allaitantes. Et même enceinte, on peut faire des nettoyages. Mais absolument. En douceur. Absolument. Mais de toute façon, une femme enceinte, c'est une femme normale. Elle n'est pas malade. Et être enceinte, il n'y a aucun risque pour l'enfant. Bien au contraire, ça va protéger, ça va nettoyer les humeurs de la maman et celles du bébé par voie de conséquence. Donc les purges et les nettoyages et les monodiates et les jeunes enceintes, oui. Est-ce que tu penses que par exemple pendant une grossesse, si vraiment il y a trop de nausées, on peut se permettre de faire un jeûne ou une purge ou quelque chose? Exactement, absolument, absolument. Il n'y a aucun danger ni pour la femme, hein. D'accord. Il y a tout intérêt. Tout intérêt, et pour l'enfant et pour la maman. Absolument. D'accord. Moi j'avais envie que tu interviennes et que tu parles des huiles essentielles pendant la grossesse et pour le bébé. Oui. Bon, visiblement, dans la famille, on aime bien donner des conseils aux femmes enceintes. Il faut dire que beaucoup de futurs parents, à la recherche de ce qu'ils pensent être le meilleur pour leur bébé, se tournent vers le naturel et les méthodes alternatives. C'est parfaitement compréhensible. Avant de découvrir les recommandations de Nelly Grosjean, commençons par quelques rappels sur les huiles essentielles. Contrairement à ce qu'on peut lire ça et là, les huiles essentielles ont bel et bien des effets, car elles contiennent des composés chimiques très puissants, comme les cétones, les esters, les terpènes, ou encore les aldéhydes. Des molécules qui ne sont pas sans effet indésirable. Citons par exemple l'hépatotoxicité, un effet hormonal, la neurotoxicité ou encore la photosensibilité. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, qui évalue les risques sanitaires présentés par toute substance mise sur le marché, précise que l'utilisation des huiles essentielles chez la femme enceinte et l'enfant nécessite un avis médical préalable.
Mais peut-être que les scandales du Mediator, de la Dépakine ou du Levothyrox ont entamé votre confiance envers cet établissement public. Alors nous avons fait un petit inventaire de la bibliographie scientifique disponible sur le sujet afin de comprendre pourquoi les huiles essentielles sont déconseillées pendant la grossesse et la petite enfance. Les publications que nous avons trouvées, qui sont toutes en description, émanent de praticiens et de chercheurs favorables à l'aromathérapie, détaillant un grand nombre d'usages possibles. Ce ne sont pas du tout des anti-huiles essentielles qui ont écrit tout ça, bien au contraire. Penchons-nous par exemple sur la thèse de David Cohen, docteur en pharmacie. Après avoir rappelé toutes les spécificités qui rendent les femmes enceintes et les bébés plus vulnérables à ce genre de substances, l'auteur décrit les dangers liés à l'usage de quelques huiles essentielles courantes. Il regrette également le manque d'études cliniques. Concernant la femme enceinte, le manque de données est encore plus flagrant. Elles sont inexistantes pour l'allaitement. Les données scientifiques actuelles ne sont pas encourageantes. Les constituants reconnus toxiques passent certainement tous facilement le placenta. Dans ce contexte, il est impossible aux pharmaciens de conseiller sans danger un traitement à base d'huile essentielle à une femme enceinte. La plus grande prudence est nécessaire. D'après les données à disposition, toxicité connue et potentielle, absence de données chez la femme enceinte et chez l'animal gravide, l'utilisation de toute huile essentielle chez la femme enceinte doit être fortement déconseillée. Autre thèse, celle du docteur en pharmacie Faustine Socazo. Elle est aussi visiblement favorable à l'aromathérapie. Elle écrit pourtant: pas d'utilisation chez la femme enceinte ou allaitante. Pas d'utilisation chez l'enfant de moins de 7 ans. Bon, voilà. Au vu de la toxicité avérée des huiles essentielles sur l'animal, des données partielles mais concordantes chez l'humain, et du manque d'études ciblées sur le fœtus ou le nourrisson, le principe de précaution doit nous pousser à déconseiller leur usage pour les femmes enceintes et les enfants, comme on doit le faire pour tout médicament dont la sûreté n'est pas encore attestée. Et c'est là que débarque Nelly Grosjean. Alors écoutons-la un peu. Alors, la première chose, c'est que pour quelles raisons en fait les huiles essentielles seraient bonnes? Pour les grands, pour les petits, pour les bien portants, pour les malades, pour les enfants comme pour les personnes âgées, et que pendant la période de la femme enceinte, elles ne soient pas conformes. Ça, il faudrait peut-être m'expliquer pourquoi. Bon, première chose. Non, les huiles essentielles ne sont pas bonnes à tous les âges de la vie. Ce ne sont pas des vitamines ou des minéraux, on peut très bien s'en passer. Elles n'ont rien d'essentiel, contrairement à ce que leur nom laisse entendre. Donc déjà, elles partent d'un postulat faux pour justifier leur emploi pendant la grossesse. Ce que tout le monde dit, c'est qu'en fait, on ne doit pas prendre, enfin, soi-disant, En interne. là, il ne faut pas prendre d'huile essentielle pendant la grossesse. Ce qui est complètement ridicule. Ils disent qu'en fait tout passe dans le. Et dans bien le justement, fœtus. si c'est bon pour la santé d'une manière générale, c'est bon pour les petits, les grands, les bien portants et les malades, pourquoi cela serait-il mauvais pendant la grossesse? C'est pas logique. Non. Pas logique du tout. Oui, mais c'est normal de ne pas trouver ça logique quand on ignore les spécificités de ces périodes bien particulières de la vie. Les huiles essentielles ont une activité pharmacologique et potentiellement toxique aussi forte, voire plus qu'un médicament. Ce sont des substances qui peuvent être très puissantes. C'est d'ailleurs pourquoi l'automédication est si risquée. Et chez les bébés et les femmes enceintes, l'absorption est facilitée au niveau des voies cutanées, pulmonaires et digestives. Et donc ça, c'est ce que dit l'ensemble, les médias disent ça depuis quelques années. Non, c'est totalement faux, la presse féminine et généraliste a déjà fait la promotion des huiles essentielles à tous les âges de la vie, et surtout, comme nous l'avons vu, ce ne sont pas les médias qui déconseillent leur usage chez la femme enceinte et le nourrisson. C'est l'ANSM et les scientifiques qui travaillent sur ce sujet. Parce que tout le monde a tellement peur en fait pendant la grossesse, en fait qu'il arrive quelque chose. Mais encore heureux qu'on a peur. Heureusement qu'on a cette peur et qu'on cherche à limiter le risque au maximum de mettre sur le marché un produit pouvant porter atteinte à la mère ou au bébé. Dans la pharmacie de la femme enceinte, d'abord je vais parler des 3 huiles essentielles qu'il ne faut pas prendre pendant cette période, qui sont des huiles abortives. Donc on dit l'huile essentielle de sauge officinale. On peut en prendre une fois, une goutte, ou un peu dans une composition pour les jambes lourdes par exemple, une fois de temps en temps, mais pas tous les jours et régulièrement. Pas tous les jours, de temps en temps. C'est exactement ce qu'on disait de l'alcool ou du tabac pendant la grossesse il y a encore quelques décennies. Non, l'huile essentielle de sauge officinale, qui n'est d'ailleurs distribuée qu'en pharmacie justement à cause du fait qu'elle peut déclencher des avortements, ne doit jamais être utilisée pendant la grossesse. Même pas de temps en temps, contrairement à ce qu'elle prétend.
Donc la sauge, la rue, mais c'est très peu utilisé en fait. La rue est Ruta graveolens. Donc c'est une plante magique dans les Andes qui est utilisée pour les tas de petits bobos et les douleurs et les rhumatismes, qu'on n'utilise pas pendant la période de la grossesse. Et le persil, l'huile essentielle de persil. Pas pendant la grossesse. Ah, seulement ces trois-là? D'accord. Bah pourtant, d'après les publications accessibles en seulement quelques clics et trouvables en description, les praticiens listent un nombre bien plus important d'huiles essentielles à proscrire pendant cette période. Du coup, en prétendant que seules ces 3 huiles essentielles seraient à éviter, elle expose de fait les mères à des risques pour leur santé et celle de leur futur bébé. Donc dans la petite pharmacie de la femme enceinte, il y a la friction digestive qui s'appelle DIG. C'est un mélange d'huile essentielle de carvi, cumin, coriandre, marjolaine et basilic. Allez, on est parti pour les mélanges. Alors, il est intéressant de noter que dans une seule huile essentielle, il y a déjà des tas de composés chimiques. Pour connaître l'efficacité d'une huile essentielle, qu'est-ce qu'on devrait tester exactement? Lequel de tous ces composés? C'est très difficile. On manque de données solides sur l'effet de chaque composant pris indépendamment. Voilà, alors on manque déjà de recul sur les molécules prises isolément, encore plus sur l'effet de chaque huile essentielle, mais alors, en mélangeant autant, on peut avoir une potentialisation des principes actifs, ce que l'on appelle un effet cocktail. Pour faire simple, les molécules peuvent interagir entre elles, se combiner, ce qui donne des conséquences parfaitement inconnues. En médecine, on considère qu'en donnant plus de 3 médicaments à un patient, on ne sait plus vraiment ce qui se passe car les interactions sont très complexes. Au-delà, la pharmacocinétique, c'est-à-dire le devenir des substances actives après leur absorption, est impossible à anticiper et à prédire. C'est un mélange d'huile essentielle de carvi. Alors l'huile essentielle de carvi fait partie des huiles essentielles ayant des propriétés abortives et neurotoxiques. Elle est d'ailleurs totalement contre-indiquée pendant la grossesse. Et en plus, cette huile essentielle, selon les flacons, a une concentration qui oscille entre 2 et 8%. C'est un peu comme prendre un Doliprane 250 ou 1000 sans savoir sur lequel on va tomber. Cumin, coriandre. L'huile essentielle de cumin est contre-indiquée chez la femme enceinte et allaitante car elle contient de puissants aldéhydes. Idem pour l'huile essentielle de coriandre qui a une activité neurotoxique. Marjolaine et basilic, qu'on applique sur le ventre. Et enfin, l'huile essentielle de basilic contient de l'estragol, une substance mutagène et cancérogène avérée chez l'animal, qui est évidemment contre-indiquée pendant la grossesse et chez l'enfant de moins de 12 ans. Pendant la période de la femme enceinte, les huiles essentielles, ça peut être de la menthe ou lavande et menthe. Pour la lavande, il faudra être plus précis car il en existe de nombreuses espèces, dont certaines contre-indiquées pendant la grossesse. Espérons qu'elle parle de lavande vraie qui ne représente effectivement pas un risque important visiblement. Par contre, les menthes font partie des huiles essentielles contre-indiquées chez la femme enceinte. Et alors hier, tu nous disais en fait que pour les enfants, on pouvait prendre les mêmes prescriptions que pour les adultes, mais en fait on dilue, c'est-à-dire moitié. Alors les enfants, je dis de 3 à 12 ans. Voilà. Donc ça, on prend les doses adultes, on divise par 2. Alors attendez, à 3 ans, un enfant fait 12 kilos, soit 6 fois moins qu'un adulte. Son métabolisme n'est pas le même, l'absorption n'est pas la même, mais à la limite, si on ne tenait pas compte de ces différences importantes, il faudrait déjà diviser au moins les doses par 6 et non par 2. C'est d'ailleurs ce qu'on fait pour les médicaments. On mélange toujours l'huile essentielle, quelle qu'elle soit, avec une huile végétale. Mais ça peut être l'huile d'olive qu'on met dans la salade, à condition qu'elle soit de bonne qualité. Oui, alors mélanger une huile essentielle à de l'huile végétale ne change absolument pas la dose. Si vous mettez un Doliprane 1000 mg dans un verre d'eau, ça reste un Doliprane 1000 mg. Pour les bébés, on utilise le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une maman qui vient d'accoucher, c'est d'arriver à la clinique en lui offrant un diffuseur d'arômes. Oui, sauf qu'on sait que les diffuseurs peuvent provoquer des irritations des voies respiratoires, principalement à cause des terpènes contenus dans beaucoup d'huiles essentielles. Dans un rapport de l'ANSES, les experts alertent sur la pollution de l'air intérieur par les COV, c'est-à-dire les composés organiques volatiles, qui présentent des risques irritants ou sensibilisants, même si leur origine est naturelle. Ce n'est donc peut-être pas un si merveilleux cadeau à faire à une jeune maman. La lavande ou le lavandin, en plus ça sent divinement bon, vous les connaissez. Ça c'est la lavande de notre jardin en plus. Et lavandin, ouais, c'est super bon. Puis il y a une lavande fine qui est remarquable. Et ce qui est aussi l'huile essentielle de tous les petits bobos. Bobos, piqûres, blessures, brûlures, mal aux pieds, mal au ventre et autres. On frictionne le bébé avec l'essence de lavande.
Ça, il n'y a aucun inconvénient. Il y a tous les résultats possibles simplement avec ou lavande ou lavanda. Quand quelqu'un dit qu'un seul produit soigne tout, sans aucun inconvénient et avec tous les résultats possibles, ça devrait tous nous alerter. Et bien sûr, la friction digue dont j'ai déjà parlé, la carbi, cumin, coriandre et muscade, ça c'est remarquable. Attendez, c'était pas tout à fait ça le mélange digue tout à l'heure, non? Digue, c'est un mélange d'huile essentielle de carbi, cumin, coriandre, marjolaine et basilic. Ok, donc elle ne sait visiblement plus ce qu'elle a mis dans son mélange. Espérons en tout cas que ce ne soit pas de l'huile essentielle de muscade, comme elle le dit, car celle-ci est hépatotoxique et neurotoxique, et totalement contre-indiquée chez la femme enceinte. Et j'ai fait une composition qui s'appelle Matsu, qu'elle a appelée Grace of Joy, la grâce de la joie, et un remerciement à la joie que ça peut comporter, et qui est un produit remarquable et magique qu'on peut aussi mettre en vaporisation dans l'atmosphère, et qui, on pourrait dire, enhance, qui émerveille l'air que l'on respire. Voilà, donc maintenant elle prête littéralement des vertus magiques aux huiles essentielles, elle ne s'en tient même plus aux propriétés pharmacologiques, bon bah... Mais avec grand plaisir. Touché par sa générosité. Ma générosité de quoi? Oui, sa générosité de quoi? Parce que un petit tour sur son site internet nous apprend qu'elle vend toutes les huiles essentielles qu'elle ne cesse de vanter à longueur de vidéos. Et à des prix non négligeables. Alors rien d'illégal, certes, mais ça ressemble tout de même un peu à du conflit d'intérêts. Quand on prête à la fois toutes les vertus aux huiles essentielles, en allant jusqu'à étendre leur utilisation à tous les âges, alors qu'en même temps, on a bâti un modèle économique qui repose en partie sur la vente de ces mêmes huiles essentielles, là aussi ça devrait nous alerter. Si un médecin vantait sur tous les plateaux les bienfaits d'un médicament, alors qu'il touche en réalité une somme d'argent à chaque boîte vendue, on serait en droit de se poser des questions. Pourquoi ici devrions-nous avoir plus confiance ? Mais peut-être qu'en connaissant la méthode qui lui permet de mettre au point ces mélanges d'huiles essentielles, nous aurons une meilleure idée de la rigueur scientifique derrière les produits qu'elle commercialise et qu'elle recommande. Alors, allons la voir travailler dans son laboratoire. Comment faire pour fabriquer des mélanges d'huiles essentielles qui fonctionnent aussi bien? Donc, comment fabriquer des huiles essentielles de qualité? Eh bien, je me mets dans mon laboratoire, j'imagine ce que devra être le résultat, et puis en utilisant des quartz, des prières, des formulations quantiques, des codes quantiques également, j'ai toujours fabriqué des huiles essentielles qui fonctionnent particulièrement bien et que, jusqu'alors, personne n'a pu imiter. Bon. Si demain votre pharmacien vous dit avoir mis au point votre médicament de cette manière, avec des prières et des formulations quantiques, il y a fort à parier que vous partirez en courant. Et vu que tu es la grande spécialiste des huiles essentielles... Tu veux dire que tu as arrêté toutes les huiles essentielles que tu prenais pendant la période de la grossesse? Exactement. Hein, ça sert à quoi que j'écrive? Ouais, mais je l'ai découvert après, figure-toi. Sur le coup, je ne le connaissais pas. Voilà. Et nous nous sommes procurés ces ouvrages. Voyons un peu ce qu'elle y raconte. Bon, évidemment, elle conseille tout un tas d'huiles essentielles pourtant contre-indiquées chez la femme enceinte, en voie cutanée par friction, mais aussi par voie interne en la buvant, ce qui est strictement déconseillé par la NSM, rappelons-le. Elle affirme aussi que certaines huiles essentielles peuvent s'appliquer sans restriction sur toutes les muqueuses. C'est évidemment formellement contre-indiqué, et ce pour toutes les huiles essentielles sans exception. Bon, après elle conseille aux futures mères le régime cru de sa maman, Irène Grosjean, les jus de légumes évidemment, puis ça parle de purification du sang et de la lymphe, avant d'enchaîner sur la pensée magique. Passons à l'autre livre, consacré lui aux enfants. Il n'est pas mal non plus. Elle conseille par exemple de laisser le diffuseur d'huiles essentielles en fonctionnement 1 heure par jour, voire toute la journée. Ensuite, elle donne des recettes de grog aromatiques contenant des huiles essentielles à destination des enfants, alors que l'avis d'un médecin est obligatoire, rappelons-le, dans le cas d'un traitement par voie orale. Un peu plus loin, elle recommande l'huile essentielle d'eucalyptus pour les nourrissons, en friction et en diffusion. Cette huile essentielle contient des terpènes, des molécules dangereuses comme le camphre, le calyptol, le menthol. Plusieurs cas d'effets indésirables graves sont survenus chez des enfants et ça a poussé la NSM à exiger le retrait de plusieurs produits. Et même par diffusion, les effets allergisants sur les voies respiratoires sont bien réels. Plus loin, elle recommande pour les enfants les cataplasmes d'argile, les bains de siège, les inhalations d'huile essentielle et même les lavements. Oui, on parle de lavement ici, c'est-à-dire de remplir avec de l'eau l'ampoule rectale de jeunes enfants. Mais le pire, c'est qu'elle ajoute à cette eau des huiles essentielles, bien sûr.
Quand on connaît le taux d'absorption record au niveau de cette muqueuse, c'est juste effarant. Après, on a les diètes, les purges à base de chlorure de magnésium pour que l'enfant se vide littéralement afin de nettoyer drastiquement son organisme. Et voilà qu'elle propose aux parents de fabriquer eux-mêmes leur propre mélange d'huiles essentielles, composé pour certains de 10 huiles essentielles différentes. Demander aux gens de mélanger eux-mêmes une dizaine d'huiles essentielles avec leurs simples ustensiles de cuisine, c'est maximiser les chances d'un effet cocktail détonnant. Quelque chose de plutôt appréciable, c'est qu'elle précise que les huiles essentielles chez les enfants ne seront utilisées qu'en prévention. Mais c'est un peu étonnant parce que 60% du reste du livre sont des recommandations pour soigner des tas de pathologies. Hyperactivité, brûlure, colique, fièvre, gale, hémorragie, intoxication, maladie infantile, trachéite. Rien qui ne ressemble vraiment à de la prévention. Allez, en bonus, elle donne aux mamans un petit conseil au sujet de l'allaitement. Idéalement, elle recommande le lait de la mère, bien sûr, enfin, si la mère mange principalement cru. Elle écrit qu'à partir de 4 mois, l'enfant pourra continuer à être allaité ou bien nourri de lait d'oléagineux, de fruits, d'algues et de fruits de mer. De 4 à 18 mois. Sérieusement. Ah mais si, elle insiste. L'enfant est parfaitement nourri avec le lait d'amande, des fruits frais et des jus de carotte. Le lait d'amande serait le plus proche du lait maternel. Il remplacera avantageusement tous les laits du commerce, même spécifiques. Et elle le recommande dès la naissance si la mère n'allaite pas. Et attention, elle ne parle pas de lait infantile végétal comme on en trouve maintenant en pharmacie pour les bébés intolérants au lactose. Non, non, elle parle juste d'amandes mixées avec de l'eau. Elle en donne même la recette à faire à la maison. C'est cette boisson qu'elle recommande en substitution au lait maternel. Entre ceux qui recommandaient l'eau de coco en substitut au lait maternel et elle avec son lait d'amande, il faut vraiment arrêter avec l'alimentation des nourrissons, s'il vous plaît. Avant de conclure, retournons lire la discussion de la thèse du pharmacien qui utilise lui-même les huiles essentielles dans sa pratique de soins. Il écrit : Les huiles essentielles sont au centre d'un paradoxe illustrant l'évolution des mentalités vis-à-vis du monde médical aujourd'hui. Nous sommes actuellement dans un contexte de défiance vis-à-vis de la médecine dite traditionnelle, au profit de ce qu'on appelle improprement les médecines alternatives. Les scandales pharmaceutiques, l'antipathie d'une partie de la population pour les grandes firmes pharmaceutiques et le mésusage de la médecine, peut-être trop systématique, mal expliqué aux patients, apparaissant comme dogmatique et non réfléchi, amènent une partie croissante des patients à se tourner vers d'autres formes de traitement comme l'acupuncture, la phytothérapie, les remèdes de grand-mère, etc. Les huiles essentielles sont souvent rattachées à ces médecines douces, avec la réputation d'être moins dangereuses pour la santé que les médicaments. Comme nous l'avons vu précédemment, cette réputation est totalement erronée. Si elles ouvrent des pistes d'alternatives thérapeutiques très intéressantes, les huiles essentielles doivent être manipulées avec la plus grande prudence. L'aromathérapie ne doit en aucun cas être confondue avec la phytothérapie, les concentrés en composés potentiellement toxiques étant nettement supérieurs dans les huiles essentielles par rapport à la plante entière. Manipulées par des personnes incorrectement informées sur leur toxicité, les huiles essentielles peuvent être administrées de manière fantaisiste et très dangereuse, quelles que soient les mentions figurant sur leur emballage. Du fait de leur dangerosité, l'usage des huiles essentielles ne peut être l'objet de pareilles approximations. Ayant l'impression de se voir refuser de nombreux traitements courants médicamenteux, les anti-inflammatoires par exemple, et incitée à la prudence, la femme enceinte est particulièrement encline à se tourner vers l'aromathérapie. Le pharmacien d'officine est en mesure d'encadrer l'usage d'huiles essentielles à l'officine. Il est nécessaire pour cela qu'il ait à sa disposition des sources concises et documentées permettant de l'orienter dans son conseil. Pour la femme enceinte, ainsi que pour le nouveau-né, il doit impérativement contre-indiquer toute utilisation d'huiles essentielles. Chez le nourrisson, il doit la déconseiller ou, le cas échéant, correctement l'encadrer. On sait bien que l'automédication est monnaie courante en aromathérapie et qu'elle présente des risques. Mais il est peut-être encore plus dangereux de se croire bien encadré et d'avoir l'impression de bien faire en appliquant les recommandations d'une spécialiste du domaine, se présentant comme une référence solide et rassurante pour les personnes à la recherche de conseils. Nelly Grosjean, comme beaucoup d'autres qui parlent de santé sur Internet, en dehors de tout cadre légal, se permet de donner des recommandations pouvant pourtant présenter des risques graves. Nous pouvons aussi nous interroger sur la responsabilité de ceux qui l'invitent, lui donnant de la crédibilité et de la visibilité. Merci à tous. Pour tout le savoir que tu diffuses, je renvoie les gens vers ton site, on va mettre les liens, vraiment tout le savoir que tu diffuses pour vraiment aller vers la santé.